Certaines îles, comme la Lémurie, n'étaient que des légendes. D'autres, comme l'Atlantide, reposaient sur quelques éléments véridiques. Pour les navigateurs des temps anciens, l'océan n'était que brume et terre inconnue. Ils y décrivaient des îles mystérieuses où vivaient des peuples divins, des créatures exotiques et des civilisations perdues. Certaines îles apparaissaient comme par magie à l'horizon, et disparaissaient tout aussi mystérieusement. Les anciennes cartes étaient jonchées d'îles perdues dans les océans, qui en réalité, n'existaient pas. Du moins, de ce que l'on en sait. Pourtant, parmi tout ce brouillard de légendes se cachaient des fragments de vérité. Peut-être que Saint Brendan a bel et bien débarqué en Amérique du Nord avant les Vikings. Peut-être qu'un événement naturel cataclysmique a entraîné la chute de l'Atlantide. Voici ce que nous savons des 6 îles les plus légendaires de notre histoire. Platon évoqua la grande île de l'Atlantide pour la première fois dans Critia, son dialogue daté du IVe siècle avant Jésus-Christ. Des hommes divins, renommés pour la beauté de leur corps et leur vertu surplombée de ce lieu mystique, situé derrière les colonnes d'Hercule, aujourd'hui détroit de Gibraltar. Les rois de l'Atlantide régnaient depuis un palace protégé par un mur de laiton, un autre d'étain et un dernier de cuivre. L'Atlantide et ses habitants demeurent des sujets très populaires dans les livres, les films, les émissions de télévision, les bandes dessinées et la musique. Certaines de ces œuvres rappellent le récit de Platon sur l'orgueil démesuré et la destruction. L'un de ces rappels les plus insolites reste sûrement Atlantis, la chanson populaire du chanteur écossais Donovan, parue en 1969. Elle raconte comment d'Atlantide partaient des bateaux remplis de vieux sages, avant de se transformer en chanson d'amour destinée à l'amour antédiluvien du chanteur, Way down below the ocean, where I want to be, she may be, tout au fond de l'océan, là où je veux être, peut-être se trouve-t-elle. D'autres auteurs ultérieurs comme Sir Francis Bacon, William Blake ou encore Ignatius Donnelly, un politicien américain, continuaient de placer l'Atlantide dans la conscience publique. Toutefois, la question de la véritable existence de ce lieu persistait. De nombreux historiens et archéologues estimaient qu'une catastrophe de grande ampleur, telle un tremblement de terre, un tsunami ou de grandes inondations, aurait pu foisonner cette histoire. Le lieu le plus souvent mentionné était l'île égéenne de Santorin. Autrefois carrefour commercial connu sous le nom de Terra, la ville et son île furent balayées par une éruption volcanique gigantesque il y a environ 3600 ans, qui a également pu déclencher un tsunami. Le souvenir persistant de ce cataclysme a pu également façonner le conte de Platon. Les chercheurs en quête de l'histoire de l'Atlantide recherchèrent des preuves de ruines en Espagne, aux Bahamas et en Inde, en vain. À l'heure actuelle, les explorateurs continuent de rechercher l'île, ou son inspiration, dans les villes englouties du monde entier. L'explorateur grec Pythéas écrivit en premier sur la mystérieuse île de Thulé dans son récit daté du IVe siècle avant Jésus-Christ, de l'océan. Voyageur intrépide de Massalia, aujourd'hui Marseille, Pythéas visitait et décrivait l'Europe de l'Ouest avec précision. Il raconta que Thulé se situait à 6 jours de bateau au nord des îles britanniques, le long du cercle polaire. Les spécialistes ne savent pas encore si Pythéas débarqua lui-même, mais il écrivit que le lieu ne comportait ni terre, ni mer, ni air, mais un mélange des trois, dont la texture rappelait celle d'une méduse. Au fil des siècles, les géographes ont associé Thulé à plusieurs possibles îles nordiques, l'Islande, le Groenland, la Norvège ou la Nouvelle-Écosse, notamment parce que Pythéas décrivait des marées spectaculaires, ce qui pourrait faire référence à l'énorme amplitude des marées de la baie de Fundy. Aujourd'hui, les historiens ne savent pas réellement si la terre lointaine de Pythéas faisait référence à un lieu réel, ou s'il s'agissait de la description de n'importe quel endroit sur notre planète. Quoi qu'il en soit, on parle aujourd'hui d'Ultima Thulé pour désigner tout endroit très isolé sur Terre. Le nom Thulé subsiste aussi au Groenland, avec la base aérienne de Thulé située dans les îles Sandwich, ainsi que dans le nom du 69e élément chimique, le thulium, découvert par un chimiste suédois. Dans les années 1500, André Tevet, religieux et écrivain français, rapporta que des marins qui se trouvaient près des côtes de Terre-Neuve, étaient passés devant une île effrayante mais invisible. Ils auraient entendu les voix confuses et inarticulées d'hommes et prétendaient qu'elles venaient de démons et de bêtes sauvages. L'île des démons apparut pour la première fois sur les cartes en 1508. Il semblerait que ce soit une légende de marin, peut-être issue d'une noble femme française, Marguerite de la Roque, qui racontait avoir été abandonnée sur l'île en 1542. Elle fut sauvée et ramenée en France des années plus tard. Elle décrivit avoir été tourmentée par des démons la nuit et menacée par des ours aussi blancs qu'un œuf. Ces ours polaires présumés étaient vulnérables face aux armes mortelles.
Elle les élimina facilement avec les fusils que son oncle lui avait laissés. Les historiens ne savent pas déterminer si cette île a réellement existé, bien qu'il puisse s'agir de l'île Kirpon, l'île Caribou ou les îles Fichot ou Funk. Pour ce qui est des démons bruyants, il se peut que les volées cacophoniques d'oiseaux de mer qui nichent sur leurs côtes s'y soient prêtées. L'histoire du continent perdu de la Lémurie commença comme une théorie scientifique légitime. À la suite de la publication de l'origine des espèces de Darwin en 1859 mais avant l'émergence de l'idée de la tectonique des plaques, les chercheurs tentaient de comprendre pourquoi certaines espèces animales, telles que lémuriens de Madagascar, apparaissaient en nombre sur des îles séparées. La théorie appuyait qu'un pont terrestre ait auparavant relié l'Afrique et l'Inde. Philip Sclater, un zoologue anglais nomma cette terre hypothétique la Lémurie et des scientifiques aussi éminents qu'Alfred Russel Wallace approuvèrent cette idée. À la fin du XIXe siècle, la cofondatrice de la Société théosophique, Helena Blavatsky, détourna ce concept pour en faire son propre récit mystique et spirituel. Selon elle, des visiteurs aliens lui avaient révélé que la Lémurie aurait été le berceau de l'une des races originelles de l'humanité, haute de 2 mètres, qui pondait des œufs, hermaphrodite et dotée de pouvoirs psychiques. Située dans le Pacifique Sud, la Lémurie sombra sous les vagues mais ses habitants fuirent vers l'Asie centrale. D'autres auteurs reprirent ce concept, certains affirmant que les habitants de la Lémurie étaient les ancêtres de ceux de l'Atlantide. La géologie permet aujourd'hui d'expliquer les lieux divers dans lesquels sont retrouvés les primates. Toutefois, l'image de la Lémurie continue de prospérer dans les bandes dessinées, les films et les jeux vidéo. De nombreux marins ambitieux se lançaient à la découverte de l'île enchantée d'Yggdrasil, qui, selon la mythologie celtique, se cachait dans la brume et n'apparaissait qu'une fois tous les 7 ans. Des récits du XVe siècle relataient qu'un certain Thomas Croft équipa 2 navires, non pas avec l'intention de commercer mais bien d'explorer et trouver une certaine île du nom d'île du Brésil. John Cabot, explorateur et navigateur italien, visait apparemment Yggdrasil lorsqu'il se dirigeait vers l'Amérique du Nord en 1498. Il disparut avec ses bateaux et les détails de son voyage restèrent inconnus. L'île pouvait bien être située sur des hauts fonds, à l'ouest de l'Irlande ou peut-être que son apparition occasionnelle était le résultat d'une inversion météorologique, qui peut donner l'impression que des objets distants flottent à l'horizon. Petit à petit, l'île disparut elle-même des récits. Brendan était un moine irlandais, né à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ surnommé le Navigateur. Il dut sa gloire à un voyage homérique vers les îles des Bienheureux. Le voyage du saint abbé Brendan datant du 9e siècle décrivait comment ce vieux clerc construisit un currach, le bateau traditionnel irlandais, et prit le large avec d'autres moines. Lors de leur aventure, ils rencontrèrent des piliers de cristal, sûrement des icebergs, et passèrent par des pluies de roches en fusion, sûrement dues à des éruptions volcaniques près de l'Islande. Les falaises et le lieu de débarquement décrit d'un autre lieu visité correspondaient aux côtes de l'archipel de Saint-Kilda dans les Hébrides extérieures de l'Écosse. Brendan arriva finalement sur une île luxuriante, jonchée de fruits et de pierres précieuses, qu'il prit soin de rapporter en Irlande. Pendant des siècles, l'île de Saint-Brendan apparut à divers endroits des cartes de l'océan Atlantique. Les partisans du moine affirment que la terre découverte par Saint-Brendan était l'Amérique du Nord, bien avant l'arrivée des premiers Vikings. On est arrivé à la fin de la vidéo, dites-nous en commentaire, histoire de quelle île vous a le plus surpris. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, et surtout abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.